appelez vos amis pour qu'ils nous rejoignent, que l'on remplisse les rangs. Mais je suis sûre qu'ils vont arriver au fur et à mesure. Mais comme le programme est très chronométré sur ces assises, nous avons plein d'ateliers, de visites en parallèle, donc il faut que nous commencions à l'heure. Voilà. En tout cas, merci d'être avec nous pour cette conférence sur les liaisons urbains-rurales, comment développer les transports, les mobilités décarbonées et solidaires entre les différents territoires urbains et ruraux. Et pour nous en parler, nous accueillons Michel Neugnot qui nous a rejoint, vice-président mobilité aux transports et aux infrastructures aux affaires générales de la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'être avec nous pour cet échange. Julie Guiroy, codirectrice du pôle mobilité à la métropole de Montpellier. Merci également d'être avec nous. Thomas Matagne, président fondateur d'ECOV. Alors nous parlerons d'ECOV et aussi de votre regard sur la place de la voiture, toujours voilà, dans cet écosystème décarboné. Et puis également Sandrine Gobert, merci de nous avoir rejoints, directrice Keolis Dijon Multimodalité. Voilà, donc nous sommes sur vos territoires et vous m'avez dit en arrivant que le tram tenait. Malgré ces fortes chaleurs, les TGV ont un peu de mal, les trains intercités aussi, mais le tram, pour l'instant, tout va bien. Nous voilà rassurés. Alors, je vous propose un numéro de téléphone qui s'affiche en haut pour interagir avec moi, poser vos questions au fil de l'eau, réagir. Comme ça, moi, je me fais l'écho. Ça facilite aussi les échanges. Donc, c'est tout simple. Hein, c'est un numéro de SMS qui m'arrive sur cette tablette juste en face de moi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je me ferai l'écho de vos questions si vous voulez creuser un sujet ou rebondir sur un point qui n'était pas forcément très clair. Nous allons démarrer ce tour de table avec vous, Michel Neugnot, pour bien comprendre ce qui est à l'œuvre quand nous parlons de mobilité, des transports, de la façon dont on les gère à l'échelle de la région et quelles sont les différentes missions des acteurs et de la région en particulier, parce que ça c'est pas complètement pareil en fonction des régions de France, justement. Oui. Et d'ailleurs, je rappelle que vous êtes président aussi de la commission transport de Région de France. Comme ça, vous avez aussi ce regard national. Oui, j'ai travaillé pas mal avec les différents gouvernements sur ce qui structure actuellement l'organisation des mobilités. Où l'élément essentiel, il y a plusieurs éléments qui ont été demandés dans le temps aux régions. C'est d'une part la liberté tarifaire sur les trains, qui n'existait pas avant, et qui a amené quand même dans beaucoup de régions une qualité de gamme tarifaire qui permet de répondre aux problématiques des régions. Et c'est une étape supplémentaire dans la décentralisation. Et puis ensuite, il y a la loi LOM, loi d'orientation des mobilités, qui est essentielle, puisque avant, on avait une loi qui était la LOTI sur les transports intérieurs, qui a fonctionné plusieurs décennies, mais la grande différence, c'est que ce qui est important, ce n'est pas les moyens mis en œuvre, mais c'est le résultat obtenu et le service auquel on répond. D'où les mobilités par rapport au transport, ça veut dire qu'on a une démarche servicielle. Et quel service on peut rendre. Et pour l'organisation, puisque le thème c'est rural-urbain, c'est qu'effectivement, la loi laissait la possibilité, le choix aux communautés de communes de prendre ou non la compétence mobilité. Et on a une frontière nord-sud, pour faire simple, où au sud de la Loire, le choix était plutôt fait de maintenir, parce qu'il y a des organisations qui existaient déjà avant, d'essayer d'éviter qu'il y ait beaucoup de communautés de communes qui prennent la compétence mobilité, on va dire ça comme ça, ce qui a été le cas, parfois il y a moins de 10%, et au nord de la Loire, on s'est retrouvé avec plus de 80% de communes qui ont pris la compétence mobilité. Et sur la Bourgogne-Franche-Comté, on est à ce ratio de 80%. Et on a fait un découpage travaillé par réunion départementale, par problématique de mobilité vue par les élus. Et les territoires qui se retrouvaient avec les mêmes
éléments de mobilité, les mêmes appréciations sur le problème qui étaient contigus, on les a mis ensemble. Par contre, sur les autorités organisatrices de mobilité, prenons la Côte d'Or, Dijon et Beaune côté sud, eh bien on a considéré que c'était une entité en soi et qu'il ne fallait pas la déstructurer, il ne fallait pas surtout agréger la partie extérieure à cet ensemble-là pour ne pas donner l'impression que le gros va manger le petit. Et on est structuré de cette façon-là. Donc c'est assez centralisé pour le coup au niveau de la région, c'est ça? Oui, et on l'a fait sur toute la région. Sur toute la région. Et qui est l'architecte qui met les acteurs autour de la table pour avoir une planification? C'est un mot que j'aime bien, c'est-à-dire le rôle de la région, c'est à la fois un rôle d'architecte, c'est-à-dire c'est toute la structuration, mais aussi de chef d'orchestre. Parce qu'il faut que ces mobilités que l'on met en place ou que l'on développe, elles soient cohérentes les unes avec les autres. C'est-à-dire on n'est pas indépendant, même si les EPCI qui ont pris la compétence s'occupent de la mobilité à l'intérieur de leur territoire. Pour le reste, il y a une interdépendance qu'il faut savoir organiser. Donc, architecte et chef d'orchestre des mobilités, c'est le slogan que l'on a vendu. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et là où il n'y a pas prise de compétence par les communautés de communes, c'est la région qui est compétente. Donc on n'a plus de zone blanche et on a des outils de réflexion, notamment des comités des partenaires locaux qui sont mis en place. Et puis on a surtout des contrats opérationnels de mobilité qui lient la région et ses comités de communes pour définir un partenariat sur ce que l'on doit faire. La première vague de partenariat que l'on a fait portait sur le porter à connaissance de l'existant. La grosse difficulté que l'on a, c'est que nos concitoyens ne connaissent pas les transports qui leur sont proposés. L'alternative à la voiture, pour le coup, pour se déplacer. Aucune connaissance. Et quand ils pensent avoir une connaissance, elle est totalement fausse, totalement faussée. C'est-à-dire partout on nous dit, puisque le train est prédominant dans l'esprit des gens, il y a une symbolique sur le train très forte, on a passé de train, il en faut plus. Mais quand on posait la question dans les débats que nous avions, mais c'est combien de trains en plus, combien y en a-t-il maintenant et combien en faut-il? Les chiffres qui étaient annoncés étaient parfois le 10e du nombre de fréquences que l'on proposait. Donc, mais je pense que ça, c'est général partout, en urbain aussi, le porter à connaissance de l'existant. Et puis le deuxième élément, il faut faciliter, parce que ceux qui connaissent un peu disent « mais ça ne marche pas, c'est compliqué ». Je prends ma bagnole, c'est mieux. Et puis, comme je fais déjà quelques kilomètres, je continue avec. Voilà. Donc, voilà un peu la structuration que l'on a. Et cette loi a été complétée en 2017 par le transfert de compétences des cars interurbains qui étaient dans l'escarcelle des départements et des cars scolaires. Et là, suivant les régions, il y a eu des politiques totalement différentes. Nous-mêmes, on a harmonisé tout ça, essayé d'avoir des règlements qui progressivement évoluaient et convergeaient. Et c'est quand même un apport de pouvoir gérer à la fois le train, le car. Et on avait fait quand la Bourgogne était seule, en 2012, on avait lancé justement une coopération, notamment avec des échanges tarifaires et tout, avec les principales communes qui étaient AOM. Et on a pu, de cette façon-là, avoir un historique qui nous a permis de partir. D'autre part, on a développé une marque dès 2012 qui est Mobigo. Toutes les mobilités rentrent dans le vocal Mobigo. Qui va participer au fait de faire savoir, justement, oui, de faire connaître une ces identification services. De marque. Et de faciliter aussi l'accès, c'est ça aussi. Faciliter l'accès et comprendre. Et je termine, pour faciliter l'accès, on est en train de travailler, on a repris toute la compétence d'information voyageur
et qui était notamment sur le train à la SNCF. Hein. On reprend cette compétence et on est en train de travailler d'ici 2019 un outil de relation voyageurs qui va aller jusqu'à la distribution des titres de transport en un seul clic, quel que soit l'outil, enfin le lieu où on voyage en Bourgogne-Franche-Comté. On va même l'étendre aux régions limitrophes. Là, je vais donner le panorama que je connaissais, auquel on travaillait, et je garderai pour la fin notre slogan. Oui, bon d'accord, on terminera par le slogan. Je vais aussi garder sous le coude les questions qui arrivent déjà pour vous dans un deuxième temps. On continue le tour de table. Sandrine Gobert, alors quand on parle de mobilité entre le rural et l'urbain, on a évidemment en tête l'accès peut-être parfois aux gens les plus éloignés de leur travail, parfois en situation alors soit vulnérable, enfin en tout cas on a en tête encore le mouvement des Gilets jaunes, qui était ça, qui s'exprimait justement quand les carburants augmentent, comment est-ce qu'on rejoint son lieu de travail. Et donc, dans ce contexte-là, comment vous voyez cet enjeu des mobilités urbain-rural ou rural-urbain aujourd'hui, dans le contexte actuel? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, je vais commencer peut-être par quelques chiffres pour donner un peu les enjeux. Les enjeux de la mobilité entre le rural et l'urbain, c'est vraiment un enjeu d'équilibre des territoires et d'équité sociale et sociétale. En fait, les communes rurales, c'est 88% des communes qui représentent un tiers de la population. Dans ces territoires, 70% des gens dépendent de la voiture. Donc c'est un point encore important. Et quand on parle des actifs ruraux, c'est 86% des actifs ruraux qui dépendent de leur voiture. Donc il y a un vrai enjeu pour eux de pouvoir se rendre sur le territoire métropolitain où souvent ils travaillent. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des études qui démontrent qu'en fait, près d'un quart des Français renoncent à leur travail pour des raisons de mobilité. Et là, on touche effectivement à la qualité de l'intégration dans la société. Et quand on regarde les territoires ruraux, cette proportion de un quart monte à 40%. Donc vous imaginez bien quelqu'un qui habite dans une petite commune, et bien il va renoncer à un travail parce qu'il n'y a pas une solution pour se déplacer. Là où dans le milieu urbain, ce chiffre tombe à peu près à 20%. Alors, je ne vais pas parler trop de chiffres, mais vous en donnez un. Voilà, j'ai donné des chiffres un peu globaux. Quand on arrive sur Dijon Métropole, chez Keolis, on a fait une enquête à partir de traces GPS en 2025. Et ben, l'ensemble des déplacements qui ont pour origine ou destination Dijon Métropole, c'est pratiquement 1,55 million de déplacements par jour sur un jour de période scolaire. Donc ça vous donne la magnitude. Et près d'un tiers déplacement, c'est tout compris ou tout compris, tout compris. Voilà, ça vous donne un peu la magnitude, y compris la marche à pied. Et en fait, sur cette grande volumétrie de déplacements, un tiers sont faits par des gens qui n'habitent pas la métropole. Voilà. Donc ça représente à peu près 500 000 déplacements par jour. Et dans cela, il y a à peu près 50 000 actifs. Voilà. Petite parenthèse, vous suivez les flux de mouvements de population avec l'anonymisation des données des mobiles? Exactement. C'est ce qu'on appelle les traces GPS que l'on suit, qui permettent de donner, si vous voulez, une cartographie à l'instant T, qualitative et quantitative des flux avec l'ensemble des modes et des parts de marché. Et donc, ça permet de voir, effectivement, quand on fait des modifications d'offres, on peut faire des évaluations avant et après. Alors, bien sûr, ces données, elles sont anonymisées. Et l'avantage, c'est qu'il y a une cartographie de l'ensemble des flux sur des territoires dont on peut définir soi-même le périmètre. Et d'adapter les investissements et les moyens dans une mobilité qui correspondent, si possible, à ses besoins, à ses flux. Exactement. Et donc, l'enjeu, évidemment, de l'ensemble de ces chiffres, c'est comment, effectivement, on permet aux habitants des territoires ruraux de pouvoir arriver sur des zones métropolitaines, mais pas que, aussi de se déplacer dans des centres comme Beaune, par exemple. Vous voyez, toute la mobilité ne se fait pas que vers la métropole, mais d'avoir accès à l'éducation, aux soins, à la santé. Par exemple, le CHU par jour, c'est à peu près 45 000 déplacements. Voilà. Donc, pareil, la moitié des gens viennent de l'extérieur de la métropole. Donc, c'est un véritable enjeu sociétal de pouvoir effectivement permettre l'accès à l'ensemble de ces équipements, accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé. Et alors, peut-être quelque chose qu'on voit moins aussi, et après je passerai la main, c'est qu'on est parfois très auto-centré. Quand on est dans une métropole, on se dit tous les gens viennent à la métropole. En fait, non, il y a aussi des flux sortants.
il y a à peu près 15% des flux qui sont des flux sortants. Là, Voilà. qui vont Et prendre ceux-là le frais aussi, en même temps. alors je c'est le cas comprends. particulier ici, mais il y a des territoires où c'est aussi extrêmement important. Donc, ne pas oublier d'avoir parfois, de regarder aussi ce qu'on appelle un peu les signaux faibles, qui sont aussi très instructifs. Donc déjà partir d'un bilan rationnel, factuel des mouvements actuels et de voir comment on peut apporter cette réponse-là et pas être auto-centré. Voilà. Je le retiens. Merci beaucoup. Pour partager ce constat, ensuite on passera aux solutions, mais sur ce constat à Montpellier, on est à peu près sur les mêmes priorités, en tout cas le même constat avant de parler des priorités. Oui, au niveau du constat, effectivement, on a la même volumétrie à peu près de déplacements et on constate aussi, par exemple, sur Montpellier, sur 160 000 actifs, la moitié viennent d'ailleurs que de Montpellier. Donc forcément, ces déplacements pour le travail, c'est vrai qu'on parle souvent des déplacements pour le travail. C'est ceux qui nous enquiquinent, qui sont aux heures de pointe, évidemment, sur la route, mais aussi aux heures de pointe dans les transports en commun. C'est ceux-là qu'il faut qu'on gère en priorité. Mais heureusement, on ne se déplace pas que pour le travail. Et donc, sur la métropole de Montpellier, je ne connais pas assez celle de Dijon, mais j'ai quand même en tête qu'il y a une centralité et des villes et villages autour qui sont assez ruraux. C'est identique sur Montpellier, puisque la ville-centre fait 300 000 habitants et ensuite on va de 24 000 habitants à 1 000 habitants. Donc on a aussi notre ruralité sur notre territoire qui s'étend sur 50 km entre les étangs, la mer et les Causses au nord. Donc nous, notre constat, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à gérer ces mobilités longue distance qui sont nombreuses. Concentré sur les heures de pointe. Concentré sur les heures de pointe, même si les heures de pointe du matin s'étirent, tout comme celles du soir. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à accompagner un changement de comportement en proposant une offre hyper satisfaisante, pour donner envie de faire la voiture soit en partage, avec du covoiturage, soit de prendre le car express. Ça, c'est plus la partie proposition, on la verra C'est ça, après. on la verra après, effectivement. Mais en tout cas, l'enjeu de la mobilité, c'est aussi faire face à ne pas accroître en tout cas les vulnérabilités. C'est aussi ça, cet enjeu. Alors, la place de la voiture, justement. Ouh là là, gros mot, la voiture. On a toujours l'impression, quand on parle de décarbonation, que la voiture, on la met au garage et on n'y touche plus. Sauf que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et qu'il faut bien faire avec. Et que surtout... tout a été quand même conçu, il y a le train bien sûr, mais autour de la voiture. Hein. Donc quel est votre constat vous aussi ? Oui, merci, bonjour à toutes et tous. Merci effectivement. Alors, moi je viens du secteur de la transition, je suis ravi d'être ici. On discutait juste avant, en fait, la mobilité est souvent un peu à part par rapport à la transition. Et j'ai fait le schéma de transition de la région Île-de-France. Et en Île-de-France, le premier mode, ça reste la voiture. Et on n'arrivait pas à boucler l'objectif de facteur 4 sans augmenter un facteur qui était le taux de remplissage des voitures. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais si on n'y arrive pas en Île-de-France, on ne va pas y arriver ailleurs en France non plus. Donc ça m'a ouvert un peu l'analyse. Et justement, je suis passé d'une vision qui était, en fait, il faut faire complètement reculer la voiture et seules les alternatives à la voiture, en fait, sont d'avenir, à une vision, en fait, non, ça ne peut pas. Pourquoi ? Et c'est ça qui est intéressant. Juste les ordres de grandeur, pour rajouter quelques chiffres au niveau national, toute mobilité confondue terrestre, 80% des kilomètres, c'est la voiture, 10% c'est les transports collectifs terrestres et 10% c'est le ferroviaire. Ça donne un panorama et c'est globalement stable depuis 30 ans à peu près. Stable depuis 30 ans, mais ça a fortement changé au cours du XXe siècle. En fait, et c'est ça qui est intéressant, quelle est la cause ? En fait, pourquoi est-ce que la voiture est omniprésente ? Elle est omniprésente parce que ça a été un choix. Ça a été un choix au cours du XXe siècle, largement conscient d'actions de politique publique qui était il faut donner accès à la mobilité le plus possible à tout le monde, parce que plus des personnes bougent, plus on va créer d'opportunités socio-économiques, on va pouvoir accéder à l'emploi, on va pouvoir accéder à la formation, etc. Donc on va créer de la richesse, une source de croissance. Et donc partout dans le monde occidental, on a organisé l'hypermobilité individuelle, qui est fait qu'on est passé du 19e siècle de 5 km par jour et par personne à peu près 50 aujourd'hui, donc x 10. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a d'un côté, côté public, construit les infrastructures, les routes. Et en parallèle, avec du public, par exemple Renault, c'était une régie, mais on a construit l'industrie automobile qui a permis de démocratiser l'accès à la voiture. C'était un bien de luxe, sortir de la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est devenu un bien de grande consommation avec un hyper taux d'équipement. Et à côté de ça, on a travaillé sur les zones denses, c'était la LOTI en particulier, où on s'est dit, il faut organiser la mobilité, donc on a créé la compétence mobilité, et on a organisé ça dans les zones denses, et on a mis en place des super politiques publiques qui ont reposé sur faire reculer la voiture, parce que dans ces zones denses, on arrivait à construire des systèmes performants, etc. Le problème, et c'est ce que Michel Mignot l'expliquait, c'est que jusqu'à la LOM, en dehors des zones denses, personne ne s'intéressait à la mobilité. On avait la compétence infrastructure, construire des infras, mais pas la mobilité. Donc on construisait les infras pour pouvoir se déplacer plus vite, équiper le territoire. On disait aux gens, achetez un véhicule, ça vous permettra d'aller acheter une maison un peu plus grande, un peu plus loin, d'aller chercher un emploi, etc. Mais débrouillez-vous. Et donc, plus vite, moins cher, mais ça fait plus loin. C'est aussi l'étalement urbain, enfin tout ça, c'est la même chose. Tout à fait. C'est la même problématique. Et donc on se retrouve exactement avec les problématiques de flux, parce que les flux de voitures ne s'arrêtent pas aux frontières administratives, c'est comme les nuages. Et en fait, on a des flux qui, partout, dépassent les périmètres historiques, et on vient seulement depuis... Alors, ça commence à remonter à 2017, donc ça commence à faire un moment, mais disons qu'on est en train seulement de s'intéresser vraiment à ces trajets longs du quotidien, qui sont les trajets pendulaires, on l'a décrit, pendulaires ou un peu plus complexes, hein, c'est pas effectivement juste ça, mais qui constituent le nœud du problème. C'est la France des gilets jaunes, c'est la France des ronds-points, on l'appelle comme on veut, mais c'est ces gens, enfin cette population à qui on a donné l'opportunité, à qui on a proposé de bouger pour pouvoir vivre. Et donc, et là, on leur dit, ça va plus être possible. Exactement, c'est ça la question. C'est-à-dire que, en fait, les ordres de grandeur, toujours sur une métropole un peu type, en nombre de trajets, 70% des trajets sont faits à l'intérieur de la métropole, mais si on regarde par contre les kilomètres, c'est 60 à 70% des kilomètres qui sont faits de l'extérieur vers l'intérieur ou l'inverse. Donc quand on regarde, en fait, le nombre de trajets est relativement limité, mais par contre, les distances sont très grandes. Et donc quand on arrive avec des politiques publiques qui disent, en fait, maintenant, ça va être plus cher, genre la taxe carbone, qui était évidemment une bonne politique dans l'absolu de transition, mais qu'on l'impose comme ça avec une absence d'alternative pour l'immense majorité des gens, forcément ça coince. Parce que les gens se disaient, mais en fait, je devais faire ça, puis je suis déjà ric-rac sur mon emprunt, comment je fais maintenant? Quand on fait les 80 km/h, c'est la même question. Moins vite, ça veut dire en fait plus de pénalités pour ces gens-là. C'est aussi une bonne politique publique sur le long terme. Et quand on fait les ZFE, pareil. Et les ZFE, on les fait sur les zones denses où il y a des alternatives. Donc pour ces gens-là, pas de problème. Pour des bobos comme moi, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les gens qui sont à l'extérieur, là, ça coince. Donc ça n'est pas possible. Sur une aire de stationnement à l'extérieur, ils prennent un tram, c'est ça qu'on leur propose. Oui, sauf que dans plein de cas, en fait, ça ne marche pas. Pour énormément d'une part très très importante des flux. Non, et on leur dit aussi, sinon, acheter un véhicule électrique. Alors, le véhicule électrique, est-ce qu'on pourra remplacer tous les véhicules par un véhicule électrique? Alors, il faut évidemment électrifier, c'est indispensable. Mais quand on prend tous les schémas de planification, et par exemple au niveau national, je vous renvoie au rapport Pisani-Ferry-Mafous de 2023, on ne peut pas faire du 1 pour 1. On ne peut pas remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques pour diverses raisons. Impact environnemental, parce que le véhicule électrique n'est pas neutre. Il est neutre sorti de pot d'échappement qui n'a plus, mais évidemment, mais pas en construction. Et il y a plein d'impacts matière. Et il n'est pas possible, surtout d'un point de vue économique. Pisani-Ferry-Mafous, ils estiment qu'on n'a pas du remplacement de 1 pour 1 et ils gagnent 8 milliards d'euros par an d'investissement dans leur modélisation grâce à ça. Et donc, pourtant, les véhicules électriques, le marché de l'occasion commence à arriver. Enfin, les flottes entreprises commencent à arriver sur le marché avec des véhicules qui commencent à être à peu près raisonnables en prix. Donc on sent quand même qu'il y a des ventes en énorme augmentation. Absolument. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est une grosse erreur, c'est de juste remplacer techniquement sans se poser la question de l'usage. Et donc aujourd'hui, on saupoudre la subvention ou même l'investissement privé, le leasing social par exemple, on donne une subvention sur un critère social qui est évidemment intéressant, mais on ne sait pas à quoi sert ce véhicule. Combien de personnes il va transporter? Combien de kilomètres il va faire? Le leasing social est quand même soumis à quelques règles. Enfin, on ne peut pas acquérir le leasing social sans comme ça. En théorie. Mais même si c'est en réalité c'est pratique, ça reste une fraction du parc et du renouvellement du parc. Le sujet, et donc parce que pour revenir sur l'image globale en fait, hyper taux d'équipement, hyper utilisation de la voiture, mais il y a un paramètre qui a bougé tout au long du XXe siècle, c'est le taux de remplissage, qui n'a cessé de chuter. Pourquoi? Parce qu'on a permis, encore une fois, c'est le résultat du fait qu'on est riche. Dans plein de pays, le taux d'occupation est plus élevé parce que les gens ne peuvent pas se permettre d'avoir autant de taux d'équipement. Et donc, on a rendu individuel chaque véhicule et on a laissé à chacun la responsabilité de faire son trajet, etc. Et ça, les individus ne sont pas capables d'organiser la mobilité.
C'est pas eux qui sont capables de faire en sorte qu'on puisse partager un trajet. C'est comme si en Ile-de-France, on avait dit aux Franciliens, bon bah, on a une super idée, c'est le Grand Paris Express, organisez-vous. Ah non, évidemment, jamais, c'est pas possible, pour plein de raisons. Donc, en fait, dans ces territoires, c'est quasiment là où on en est. Pour les grands trajets, on a Blablacar qui fonctionne plutôt bien. Sur les trajets longue distance, on a Blablacar qui fonctionne bien, mais enfin, ça reste même pas 1% de part modale. Donc c'est bien, mais peut-être qu'on peut encore faire mieux. Et sur les trajets du quotidien, c'est encore plus complexe. Donc Blablacar a une solution qui s'appelle Blablacar Daily. Il y a un autre acteur qui s'appelle Caros qui est une solution aussi, qui permet aux gens de se rencontrer. C'est très bien, mais c'est un certain nombre de freins. Mais je pourrais en parler aussi. Voilà, on va parler dans la partie solution. Alors justement, maintenant on va parler On a fait le constat, on a un tout petit peu débordé sur le débat du 1 pour 1 voiture thermique versus voiture électrique, mais c'était intéressant. Et surtout, on a pointé du doigt le taux de remplissage, et c'est ce qui nous amènera vers la solution. Alors Sandrine Gobert, vous de votre côté, au niveau des solutions, alors on parlera du schéma express le régional. Merci. Juste avant, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui déjà pour faciliter, favoriser la décarbonation, parce qu'on parle quand même de ça, de ces trajets. Alors, il y a déjà des choses qui existent, en tous les cas, dans l'expérience chez Keolis. Alors, je vais faire un zoom un peu particulier sur les services express régionaux au travers des autocars, qui sont des liaisons moyennes et un peu longue distance. Voilà, ils sont des services qu'on développe chez Keolis avec quelques belles réussites. Et d'ailleurs, ce sont des réussites qui sont en général plébiscitées par les utilisateurs de la voiture. Une des clés pour que ça fonctionne, mais c'est valable pour ces besoins-là, mais c'est valable pour tous les besoins de mobilité, c'est d'abord d'avoir de la fréquence. Quand on interroge d'ailleurs l'ensemble des personnes, et que ce soit France ou international, parce que chez Keolis on fait des études à l'international, on a exactement les mêmes constats. Ce que les gens demandent d'abord, pour pouvoir effectivement à un moment donné laisser leur voiture, voilà, en tant qu'autosoliste, c'est de la fréquence, c'est-à-dire de pouvoir compter sur un système qui peut être un car, un bus, un tramway, et sur lequel ils peuvent compter en fait. Et quand on dit compter, ça veut dire qu'on peut se déplacer le matin, l'après-midi, le soir, en semaine, période scolaire, en vacances scolaires, pendant l'été, le samedi et le dimanche. Donc il faut un ensemble de solutions, voilà, qui couvrent toute cette amplitude-là. Et pas seulement aux heures de pointe. Et pas seulement aux heures de pointe. Voilà. Les flux. En fait, dans les flux, et je rebondis sur ce que vous dites, il y a des enquêtes et là aussi c'est extrêmement intense parce que c'est pareil finalement presque à travers le monde, en tous les cas sur des territoires qui se ressemblent, c'est qu'en fait on est très très focalisé sur les heures de pointe. Mais il y a seulement un actif, il n'y a que seulement 30% des actifs qui se déplacent en heures de pointe, et du matin et du soir. Sinon, c'est l'heure de pointe du matin et puis un autre moment dans la journée, ou c'est l'inverse, c'est pas l'heure de pointe le matin et un autre retour dans la journée. Donc en fait, il faut avoir de la fréquence, de pouvoir compter, voilà, ce qu'on appelle une fréquence d'attractivité. Il faut de l'amplitude, voilà, il faut pouvoir travailler effectivement, les gens se déplacent sur des amplitudes longues, mais y compris les week-ends. On s'aperçoit maintenant que des gens, je crois que ça peut pas, c'est pas un actif sur 3 qui travaille maintenant les samedis en fait. Donc il faut de la fréquence, il faut de l'amplitude. Il faut aussi une certaine vitesse, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que le temps de parcours soit quand même relativement compétitif par rapport à la voiture. D'où la nécessité d'avoir des aménagements, voilà, qui permettent aux bus, aux cars, d'avoir des voies dédiées, par exemple. D'avoir des voies dédiées, voilà, pour que effectivement le temps de transport soit attractif. Et puis il faut que ce temps de transport, alors c'est quand même un peu la cerise sur le gâteau, mais quand on est dans un autocar, voilà, ce temps il peut être utile, on peut faire quelque chose. C'est pas un temps qui est subi, mais il faut travailler aux conditions de confort. Et je rebondis sur ce que vous dites, c'est un vrai service. Donc la fréquence, le temps de parcours, le confort, et puis surtout, effectivement, une intégration et une complémentarité dans l'ensemble des modes. Parfois, ça peut être le train, parfois, ça peut être le car. Voilà, dans une même journée, on part en train, on revient en autocar, ou du covoiturage, ou l'autopartage, et voire même, sur certains trajets, du vélo. Donc, en fait, il faut que la chaîne de mobilité, elle soit organisée, elle soit complétée, alors bien sûr avec de l'information voyageur qui va permettre aux gens effectivement de se rassurer, en particulier en temps réel, parce que c'est souvent sur la situation en temps réel, quand il y a une perturbation, qu'on peut perdre les gens, ils disent j'ai choisi cette solution,
Mais aujourd'hui, ben voilà, je ne peux pas rentrer. Et ça, c'est un facteur qui, effectivement, qui est une expérience voyageur. Quand elle se passe, en général, elle est très, très mauvaise et les gens ne veulent pas recommencer. Et puis, bien sûr, les sujets d'intégration tarifaire qui permettent aussi effectivement, d'encourager les gens à cet usage, on va dire, des transports collectifs, voilà, versus une utilisation autosoliste de sa voiture. Alors il y a des questions, il y a plusieurs questions autour des trains. La diminution des trains, la SNCF a remplacé certains trains en Haute-Vienne, en Franche-Comté, par exemple par des autocars. Est-ce que c'est un progrès sur l'accessibilité ? Ou encore, comment se fait-il que certaines lignes de train, pourtant fréquentées et appréciées, soient menacées de fermeture, alors que les besoins en mobilité décarbonée sont plus importants que jamais ? Donc comment est-ce qu'on arrive à arbitrer, parce que tout ça, c'est des investissements, c'est du coût de fonctionnement, entre des besoins, l'analyse des flux à votre niveau, au niveau de la région ? Comment est-ce que vous arrivez à avoir faire ces arbitrages ? On arrive aux arbitrages par l'utilité de l'euro investi. Et dans une période où plus personne n'a de fric, c'est le vecteur. Ça va me permettre de donner quelques chiffres, moi aussi. Contrairement à ce que l'on croit, enfin vous connaissez la division des lignes dites 7 à 9, c'est une norme d'usure internationale, et 1 à 6, c'est-à-dire le 7 à 9, c'est ce qu'on appelle les petites lignes d'aménagement du territoire, qui ont une importance totalement différente, parce qu'en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine, c'est 60% de leurs voyageurs qui utilisent ces petites lignes. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est 1% des voyageurs. La nécessité d'investissement sur les petites lignes, c'est 500 millions d'euros d'ici 2035. Pour des mises aux normes Non, parce que les voies... Il y a des voies qui existent, qui ont été mises sur des lignes en 1907, et c'était des voies de récupération qui dataient de 1895. Donc, il y a que l'on s'étonne qu'il y ait quelques micro-fissures, quelques éléments... Et avec la chaleur, ça posait quelques soucis en plus. Et ça, bon, c'est une réalité, on ne va pas chercher les causes, c'est une réalité aujourd'hui. Actuellement, nous avons 98% de nos voyageurs qui sont dans des lignes du réseau national, c'est-à-dire 1 et 6, sur lequel ce n'est pas nous qui participons à l'investissement. On paye des redevances chaque fois qu'on l'utilise. Les autres, c'est 1% des voyageurs, 500 millions d'investissements nécessaires. C'est une équation. Alors, au-delà de cela, on est une région hypertrophiée en matière d'infrastructures ferroviaires. On a 10% du réseau national, alors que la Bourgogne-Franche-Comté pèse que 4% sur toutes les valeurs en population, en PIB et ainsi de suite. On a 7% des gares nationales, du nombre de gares en France, 7% sont en Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous êtes plutôt surdimensionné par rapport à la moyenne. On est surdimensionné et on est une des régions qui perd de la population depuis 2014. Au global ou au profit des villes ? Au global, la Bourgogne-Franche-Comté, le décrochage de population, c'est-à-dire plus de décès que de naissances, ça fait 10 ans qu'on le subit. Ça fait 10 ans qu'on le subit. Ça arrive en France depuis 2 ans. En France depuis l'été dernier. Voilà. Et vous avez des territoires qui ont une moindre densité de réseau historiquement parce que c'est l'industrie qui faisait les réseaux. Je pense les 2 exemples du Sud avec Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, où effectivement ils ont de la population qui augmente, alors que chez nous, la population baisse. Oui, donc il y a tout un enjeu pour savoir comment on va avoir des services publics, notamment de mobilité, sur tout le territoire. Et le sujet de dire est-ce que mettre sur un car, c'est dégradant ou pas, c'est en débat. Mais parfois, je vais prendre un exemple sur Clamecy-Corbigny, compte tenu de l'état du réseau, le car met 36 minutes pour faire 32 km,
le train met 52 minutes pour faire ses 32 km. Donc, là, le service sauf à investir 50 millions d'euros sur... Ouais. Voilà, donc c'est l'euro investi qui justifie... C'est ça le problème qu'on a. Par contre, ce que l'on sait, en parallèle de cette problématique qu'il faudra traiter, nous avons d'un autre côté une métropolisation qui existe quand même. Et nous avons 3 lieux où il y a une métropolisation certaine. Vous avez Dijon, donc la métropole de Dijon. Vous avez Grand Besançon Métropole, qui est aussi une autre deuxième niveau. Et puis vous avez le Nord-Franche-Comté, autour de Belfort-Montbéliard, où là vous avez la conurbation la plus importante qui fait 300 000 habitants. Voilà. Donc dans cette situation-là, ces métropoles portent fortement du domicile travailleur. Et on a déjà fait un certain nombre de choses. Il faut savoir qu'entre Besançon et Dijon, par exemple, comme vous disiez, on ne se pose pas la question de l'horaire des trains. Votre billet de train est valable sur n'importe quel train à origine-destination et vous en avez 26 allers-retours par jour. 26 allers-retours par jour avec une forte amplitude. Vous avez des trains omnibus, il y en a 10, et donc entre les centres urbains, qui s'arrêtent dans toutes les gares et qui mettent 1h02 en général. Et vous avez des trains semi-directs qui s'arrêtent beaucoup moins, qui mettent 52 minutes. Et vous ratez celui qui a 52 minutes, vous prenez le suivant, c'est 10 minutes de plus, ça ne pose pas de problème. Donc on a déjà, et l'esprit des services express régionaux métropolitains, c'est cela. C'est de dire autour de pôles attractifs, on en a 3, je vous dis, c'est comment on peut organiser les mobilités pour que le bassin de vie économique recentré là, et ça va aussi dans les deux sens, parce que quand vous avez un bassin comme Montbard, à beaucoup de sidérurgie et autres, les personnes, il y a un conjoint qui a du boulot là, mais l'autre, pour trouver exactement sur Montbard, donc on habite Dijon. Et on a une quinzaine de trains aller-retour qui permettent de venir. Voilà. Donc, le CERM, qui est un service, va permettre de s'organiser en tant qu'architecte pour développer ça. Des mobilités. Et c'est un élément qui est très important. Mais comme M. Jourdain, il y en a qui faisaient du CERM sans le savoir avant qu'il y ait la loi. Je pense à Bordeaux, notamment, où il y a une très grande organisation qui a été faite. Je pense aux collègues de Grand Est, qui en ont fait aussi à Strasbourg, où il y avait une volonté d'augmenter de 300 trains semaine à passer à plus de 1000. Bon, ils voulaient le faire d'un seul coup, ils le font progressivement, mais c'est parti. Alors on va voir comment ça se met en place justement aussi à Montpellier. Julie Guillet, on voit qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui. Alors pour un habitant à une vingtaine de kilomètres de Montpellier, il fait comment aujourd'hui et demain, quelles sont les perspectives? On va regrouper un peu les deux. C'est ça. Donc un habitant qui est à 20 km de Montpellier, effectivement, il a plusieurs solutions. La première, c'est de prendre sa voiture tout seul, d'avoir sûrement des bouchons à la fin de son parcours, donc de rallonger son temps de parcours et aussi d'avoir souvent un temps de recherche de stationnement, puisque là, en fait, à part si une entreprise où on travaille, a un stationnement disponible, on a de plus en plus d'entreprises qui limitent aussi le stationnement à destination, et donc chercher une place, c'est aussi du temps perdu, parfois oublié dans le temps de parcours en voiture. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, et ce que je voulais dire, ce qui a été dit aussi, ce que vous avez sous-entendu, c'est que la voiture, dans les stratégies mobilité, elle n'est jamais bannie, parce qu'en fait, elle est indispensable. On en a forcément besoin, surtout quand on vient de loin. C'est juste trouver la place de la voiture, à sa juste place, justement, c'est-à-dire en quoi la voiture, on continue à l'utiliser, mais autrement, et c'est aussi par rapport à ce sujet de comment on utilise les infrastructures aussi autrement et de manière optimisée. Donc la deuxième option qui peut avoir cet usager qui est à 20 km, c'est de faire du covoiturage aussi. Donc on en a parlé avec des outils de mise en relation des usagers, avec par exemple BlaBlaCar Daily ou Caros.
Et donc, c'est vrai que cette mise en relation, on a travaillé avec les entreprises de notre territoire. Donc, on a 92 plans de mobilité employeurs qui couvrent environ 80 000 salariés sur la métropole. Et donc, ça veut dire que quand on fait du covoiturage et qu'on a déjà le point commun de la destination, il ne nous reste plus qu'à trouver le point de départ ensemble. Et donc, cette mise en relation des personnes via l'application, ça a quand même permis de faire entre 25 000 et 30 000 trajets par mois, sur des trajets qui font environ 20-24 km. Donc, c'est des trajets où forcément le vélo il est plus pertinent, à part pour les très grands sportifs. Et le car il peut être un peu moins attractif. Et la troisième option, c'est celle qui reflète celle du CERM, justement. C'est la logique, et c'est important qu'on ait bien en tête les 3 maillons de la chaîne. C'est vraiment rabattre, transporter, diffuser. Les 3 maillons, c'est important parce que si on a un qui s'effondre, finalement, on ne fait pas de report modal. Donc rabattre, ça veut dire essayer d'avoir des points pour aller prendre notre car express ou notre train qui soit le plus possible en mode actif pour qu'on ne pose pas ses fesses dans la voiture pour éviter d'aller jusqu'au bout en voiture. Ensuite, transporter, c'est ce que vous avez dit, c'est transporter avec une bonne amplitude, une bonne fréquence, quelles que soient les heures, et surtout une régularité. À avoir un car express qui va doubler les voitures dans les bouchons, c'est ça qui va donner envie de sauter le pas. Et puis après, diffuser, ça veut dire pour nous qu'on va positionner l'arrivée de nos cars express sur pas forcément sur des bouts de ligne, mais sur plusieurs lignes de tramway, de manière à ce qu'on puisse aller dans différentes directions pour aller travailler, pour aller à l'université, etc. Créer des sortes de hubs. Créer des pôles d'échange multimodaux, des hubs, exactement. Et c'est vrai que sur notre réseau, donc on a 120 millions de voyageurs par an, mais 85% des voyages, ils sont sur le tramway. Donc effectivement, on a énormément investi nos 5 lignes de tramway, mais on se rend bien compte que c'est ça qui à la fois va servir le centre urbain dense, mais aussi permettre aux périurbains, j'aime pas trop ce terme, mais aux ruraux, de aussi rejoindre leur zone de destination à l'intérieur. Et après, je ne sais pas si j'aurai le droit de parler, donc je le dis maintenant. Voilà, c'est prudent. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on travaille sur les mobilités, on travaille aussi sur l'aménagement du territoire. Et le premier axe du plan de mobilité, c'est la ville des courtes distances. Parce que, évidemment, le déplacement le moins carboné, c'est celui qu'on fait à pied ou en vélo, et qui est en grande proximité dans notre village, dans notre quartier. Et donc, c'est hyper stratégique pour nous de travailler bien urbanisme, mobilité. Tout ça, et la mesure phare du mandat précédent qui est poursuivie aujourd'hui à la métropole de Montpellier, c'est évidemment la gratuité du transport en commun. Le maire de Dunkerque en parlait aussi. Patrice Vergrit en a parlé ce matin aussi. Voilà. Donc, c'est une mesure forte pour aussi considérer que la mobilité, le déplacement, en fait, c'est un droit pour tous, c'est un facteur d'intégration sociale et économique. Et donc, c'était une mesure très forte qui a été mise en œuvre au mandat précédent et qui se poursuit. Et qui se poursuit. Voilà. La place de la voiture, on y revient. Comment organiser le covoiturage pour que ce soit, là aussi, ça vienne compléter ces mobilités entre le rural et l'urbain. Vous avez dit que tout seul, ça ne marcherait pas. Donc, comment vous faites-vous ? Alors, moi, la conviction profonde que j'ai, c'est qu'il faut ramener la voiture dans le système multimodal. Le système multimodal, donc la combinaison des modes, c'est construit contre la voiture, par différenciation, pour créer une alternative sans elle, mais on ne peut pas quand c'est pas tendance, donc il faut la ramener. Pourquoi est-ce qu'on arrive à mettre 30 personnes dans un bus, alors qu'on n'arrive pas à mettre 3 dans une voiture ? C'est quand même pas très logique, c'est évidemment plus compliqué de faire converger 30 que 3. Et ben en fait, ça, c'est exactement ce que vous avez décrit, les caractéristiques du système de mobilité. Elles sont très connues. C'est de la fréquence, c'est le temps de parcours et c'est de la fiabilité. Si vous avez ces 3 ingrédients-là, les gens peuvent lâcher le volant. Et donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde les voitures comme des capacités de transport latentes qui sont dans le territoire, des réservoirs, en fait, des sièges libres. Enfin, il y a une richesse énorme sur le territoire. Et essayer de capter ces sièges libres structurés comme un transport collectif. C'est ce qu'on appelle des lignes de covoiturage express, qui sont comme des lignes de car, et d'ailleurs qui sont combinées aux lignes de car, j'y reviendrai après,
Très brièvement, pour expliquer comment ça fonctionne, pour un conducteur, c'est la possibilité de partager son trajet sans aucune contrainte. Donc, je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous avec personne, je monte dans ma voiture. Au moment où je pars, je lance l'application en disant que je passe sur la ligne, que je desserre tout ou partie des arrêts. Pour ça, la collectivité peut m'indemniser très légèrement, mais c'est la création de capacité de transport dans le système mis en place par la collectivité. Je conduis, je passe au niveau des arrêts, qui sont physiquement aménagés, en articulation multimodale, etc. S'il y a quelqu'un embarqué à ce moment-là, je m'arrête, je l'embarque, je continue plus loin. S'il n'y a personne, je continue. Donc c'est la liberté pour un autosoliste, un conducteur qui aujourd'hui n'a pas le choix, de commencer à partager ses trajets sans aucune contrainte. Et donc l'intérêt qu'il a, lui, c'est de faire du blabla car, d'avoir de la compagnie, mais aussi il a un retour financier, ce que vous avez dit. Oui, il y a une indemnité. Mais en fait, si vous voulez, la plupart des gens, dans nos sondages, c'est 70 à 80% des gens sont prêts à partager. Pourquoi ils ne partagent pas? C'est pour des questions de contraintes. Et prendre rendez-vous avec quelqu'un, c'est une contrainte. Ça peut marcher pour certaines personnes, ça ne marche pas pour plein de personnes. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est permettre aux gens de commencer à partager sans avoir de contraintes. C'est leur donner une place. C'est donner une place aussi aux autosolistes, à qui on dit en fait ça ne marche pas ce que tu fais aujourd'hui. C'est commencer à leur donner une place. C'est ceux-là qui vont devenir des passagers demain. Mais avant ça, il faut qu'ils soient conducteurs qui partagent. Et puis pour un passager, pour faire le symétrique, c'est comme aller prendre un car express. Je vais à l'arrêt, je fais une demande en temps réel, j'attends le prochain conducteur qui passe et je pars. Le temps d'attente moyen sur toutes nos lignes en France, c'est moins de 4 minutes. Donc c'est la fréquence d'un métro dans un territoire périurbain et rural et qu'on va garantir. Nous, on va opérer la ligne. L'opérateur ECOV qui va déployer les lignes pour le compte de la collectivité locale va suivre en permanence. Donc c'est la solution numérique que vous mettez à disposition, c'est ça? Numérique, physique. Il y a toute la com, physique, l'aménagement physique concret. L'aménagement des plateformes des arrêts, okay. Des pôles d'échange multimodaux, ce qu'on décrivait tout à l'heure. Toute la communication, le marketing, l'accompagnement au changement d'usage et l'opération au sens d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on suit en temps réel ce qui se passe, on accompagne les gens, les premiers utilisateurs, le premier usage d'une personne, on l'appelle pour l'accompagner dans ce changement, lui dire qu'elle n'est pas seule. S'il n'y a pas de conducteur à ce moment-là, pour une raison X ou Y, on envoie un taxi ou un VTC aux frais du service, mais la personne partira. Et c'est le fait de faire quelque chose de fiable, donc performant. Il y a aussi une possibilité d'ajouter un conducteur professionnel. Et donc, mais ça, les lignes de covoiturage, donc ça c'est totalement différent de ce que font Carous ou Blablacar qu'on a déjà mentionné tout à l'heure. C'est complémentaire, c'est en fait plus proche du car express et ça vient renforcer les lignes de car. D'ailleurs, ça s'appelle les services express routiers. On avait travaillé avec Keolis sur la combinaison ligne de car, ligne de covoiturage là-dessus. On a plein d'exemples, plusieurs exemples maintenant aujourd'hui, des travaux théoriques qui montrent qu'en fait, en combinant les deux, on démultiplie le potentiel. Parce qu'on a la fréquence de base avec le car et la fréquence augmentée avec le covoiturage. On revient un peu au stop. Enfin, je veux dire, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais... vous. Je veux dire, là, il y a une question. Justement, il existe des zones dans Lyon, des panneaux indiquant des emplacements pour faire du stop. Voilà, bon, c'est réseau pouce. C'est pas vraiment. C'est probablement réseau pouce. Ouais, c'est ça. Oui, alors, j'ai jamais dit le mot stop. Pourquoi? Parce que dans nos sondages, vous dites, est-ce que vous êtes prêt à faire du stop? L'image est-elle positive ou pas? 80% c'est négatif. Vous dites, est-ce que vous êtes prêt à faire du covoiturage? Les mêmes personnes, 80% c'est positif. C'est fou ça. C'est simplement une représentation. Effectivement, au-delà de ça, au-delà de la représentation, c'est aussi une question d'inscription dans un système de mobilité. Ça n'est justement pas du stop, ni une plateforme de covoiturage. Parce que du stop ou une plateforme de covoiturage, vous laissez aux gens le soin de s'organiser, de se débrouiller. C'est pas ça. Là, les gens, ils vont se prendre un service de mobilité comme ils iront prendre un tram, un bus, et ils savent qu'ils sont suivis. Ils savent que les gens ont un profil qui est vérifié. Ils savent qu'ils peuvent nous appeler s'il y a besoin, etc. Et c'est fiable. Je reviens sur le fondamental, c'est la fréquence et la fiabilité. Pourquoi? Et l'aspect aussi de la sécurité, j'imagine. La sécurité, exactement. Et la fréquence, juste la fréquence. Pourquoi la fréquence? Parce qu'en fait, c'est la liberté, la fréquence. Ce que vous décriviez, je pars quand je veux. Donc c'est compétitif avec la voiture. La voiture, c'est la liberté, plus ou moins. Mais en tout cas, ça a une approche de liberté qui est je pars quand je veux pour aller où je veux. Il faut qu'on recrée des réseaux qui sont capables de faire ça. En ramenant la voiture dedans, on a des capacités de transport considérables à coût relativement limité, puisqu'en fait, elles sont déjà là. Les conducteurs ne sont pas professionnels, ils partagent des frais. Et on n'a pas acheté les investissements, puisque les véhicules existent déjà. Il y a une question sur l'assurance. Qu'en est-il en termes de questions d'assurance sur le partage de véhicules en cas d'accident? Alors, ce n'est pas un partage de véhicules, là, c'est pour tout vous. Non, partage de trajet en l'occurrence, ouais, mais en fait, le cadre est très clair. Et pour le coup, l'historique du covoiturage en France a permis de déblayer ça. En gros, c'est l'assurance routière qui couvre, dès lors que le conducteur ne fait pas de bénéfice sur son trajet, que ça lui coûte plus cher de faire son trajet que l'argent qu'il reçoit. Dans ce cas-là, c'est l'assurance routière. Et si l'assurance routière est défaillante, il y a un fonds de compensation national.
Question aussi sur les flux, j'en viens aux questions techniques parce que certains veulent savoir comment on a accès aux flux anonymisés. Est-ce que vous savez comment on peut y accéder pour une collectivité? Ouais, nous, on fait comme Keolis, effectivement, on fait des analyses. Donc, il y a plusieurs sources de données. Nous, on a travaillé en base avec les données de l'INSEE qui sont concentrées sur le domicile-travail. Donc, on n'a pas effectivement les autres modes mais avec ces données-là. Mais par contre, en fait, on peut déjà comprendre pas mal de structures de mobilité dans un territoire. Et après, on peut aller chercher de nouvelles sources de données qui s'achètent. Il y a des vendeurs, alors soit brutes, soit traités, de floating mobile data, floating car data. Donc, des mots. Donc là, le numérique, quand même, vient en appui. Le numérique vient en appui et on fait aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques années. Néanmoins, c'est de la mobilité, c'est physique. Et le numérique ne se substitue pas à l'organisation concrète et opérationnelle d'un parcours de mobilité complet, premier, dernier kilomètre, point de rencontre, fiabilité du service, etc. Et ça, pour le coup, le covoiturage en a beaucoup pâti parce qu'on s'est dit, on va balancer une app sur un store et puis hop, c'est bon, les gens vont s'organiser, puis tout sera résolu. C'est pas du tout ça, en fait. C'est un là, système vous attendez de quoi? Alors justement, vous avez avec vous le chef d'orchestre de la région. Qu'attendez-vous de lui en particulier pour vous aider? On progresse dans ce sens-là, mais je pense qu'on n'est pas du tout à l'ordre de grandeur qui est nécessaire, qui est d'inclure les politiques de taux de remplissage des voitures, donc de covoiturage de manière globale, dans toute leur diversité, et en particulier les services express routiers, lignes de car, lignes de covoiturage, dans la politique planification. Si je prends les SERM, il y a un début de quelque chose, mais enfin c'est quand même, on reste beaucoup sur le ferroviaire au départ, donc c'est en train de s'ouvrir. Et là, on a des choix politiques. Effectivement, on aimerait bien maintenir toutes les petites lignes, etc., mais il y a des vrais arbitrages à faire. Et avec une petite ligne maintenue, potentiellement, je faisais les calculs, en ordre de grandeur, on fait 500 lignes, 5000, je ne sais plus, enfin bref, on couvre toute la Bourgogne-Franche-Comté. Donc il faut bien se rendre compte des ordres de grandeur dont on parle aujourd'hui. Il faut arriver à faire en sorte d'optimiser l'ensemble de nos dispositifs, la finance publique et les finances privées. Ça, je me permets juste une petite incise là-dessus, parce qu'on pense beaucoup finances publiques. La réalité de la mobilité, c'est qu'elle est très largement privée. Aujourd'hui, quand vous faites 1 kilomètre sur la route, c'est 90% payé par le privé, même pas 10% payé par le public. Donc en fait, c'est tout ce qu'on appelle budget des ménages ou budget des entreprises. Et les gens aujourd'hui, quand ils sont seuls à bord de leur voiture parce qu'ils n'y arrivent pas à faire autrement, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont contraints. Donc en fait, c'est l'assignation au volant ou l'assignation aux résidences, ou pas de vie sociale. Et donc en fait, il y a un budget contraint qui est très fort. C'est tous les impacts sociaux. Et donc en fait, il faut réfléchir en capacité public et privé ensemble et changer un peu le regard sur les différents découpages historiques pour optimiser le système de mobilité dans son ensemble, incluant la voiture. Allez, on termine cette table ronde justement avec comment trouver le bon équilibre, l'euro bien dépensé pour que tout le monde s'y retrouve, et en particulier, voilà, je vous donne la parole effectivement. Michel Mieux, parce que vous étiez directement interpellé. Je veux dire quelque chose qui a priori va choquer. La représentation qu'ont nos citoyens de l'égalité de traitement des mobilités sur le territoire, en voulant que tout le monde soit traité de la même façon, est fausse. L'élément qui vient d'être développé sur le covoiturage, il faut qu'il y ait de la fréquence, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la population. Quand vous êtes dans un secteur géographique où vous avez 15 ou 20 habitants au kilomètre carré, le flux de déplacement potentiel est très très limité. Pas d'accord. Non, attendez, je vais jusqu'au bout. On le connaît, nous, très bien sur des lignes de car, puisque on a des lignes qui sont régulières, mais on a aussi des lignes qui ne sont déclenchées qu'à partir du moment où un voyageur s'inscrit. Et là, tout autre voyageur sur le circuit peut le faire. Voilà. Donc, je dis ça parce que... Encore faut-il le savoir, ça m'est déjà arrivé d'attendre un bus, je n'avais pas compris qu'il fallait que j'appelle la veille, en fait. Mais la veille au soir, enfin, on est sur le domicile de travail essentiellement, ou des examens médicaux ou autres, mais la veille au soir, vous l'avez le matin, et jusqu'à midi pour l'avoir le soir qui circule. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui est soutenable. Donc c'est la raison pour laquelle le slogan que l'on développe, c'est le bon moyen de transport. Et suivant la densité de population, suivant les besoins, ce n'est pas le même moyen de transport. Il y a toujours un ou deux moyens de transport qui se challengent. Le bon moyen de transport au bon moment, parce que suivant le public qu'on veut satisfaire, ce n'est pas le même moment.
au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est le problème du regroupement pour faire un peu plus de collectif. Et donc, c'est l'articulation que l'on doit avoir. Et l'information. Un coût supportable pour la collectivité, parce que voilà, on ne peut pas tout faire, et un prix abordable pour le voyageur, d'où des politiques tarifaires attractives qui doivent arriver. Et c'est ce mixte-là qu'on essaie de développer. Et on a décidé, justement, parce que là où il n'y a pas de train, il n'y a que du car, de faire une tarification plate, c'est-à-dire un prix unique du transport par car, à 2 € le voyage. Et si je prends des exemples, à Vallon, si vous voulez prendre le train pour venir à Dijon, vous remontez à la Roche-Migène, vous revenez, c'est un temps de parcours très long. On fait des relations mixtes, dont une qui est en 1h45, quand on fait de bout en bout. Et moi, j'habite Saumur-en-Auxois, où il y a un arrêt là-dessus. Il est plein. Les week-ends, enfin les vendredis et dimanche soir et lundi, il faut doubler ou tripler pour avoir la capacité. Autun-Dijon se fait en direct et c'est beaucoup plus facile d'aller par car Autun-Dijon à 2 € que anciennement on reprenait, on descendait sur Étang-sur-Arroux, il fallait remonter une durée de parcours beaucoup plus longue. Et c'est là où le mixte intervient, où il faut savoir le travailler. Et le CERM va être un outil complémentaire. Alors, sur le covoiturage, le problème que l'on a, donc le MAS que l'on va faire, que j'ai décrit, intègre le covoiturage dans la relation clientèle sans perte de voyageurs, parce que souvent, c'était indépendant du reste. Or, si on travaille en masse, il faut bien que ce soit à l'intérieur. Et dans l'outil que l'on va développer, c'est le cas. Et par exemple, Dijon, on est en relation avec, qui Louis travaillait son propre système, reprend le système régional qui va permettre d'avoir cette relation plus fluide. Voilà, et d'améliorer encore, d'avoir à la fois ce service à la hauteur et d'inclure ces... C'est le service qui compte. Hein. Et la décarbonation, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais non, enfin, mais bon. la décarbonation, quand on est plus nombreux, ça décarbone. Vous mettez 3 personnes dans une voiture au lieu de 1,1, ce qui est à peu près la moyenne nationale, vous avez un facteur 2. Et vous avez parlé de l'électrique. Nous, on a 2 schémas d'installation de bornes électriques et de suivi. Je pense, et dans la COP21, ce qu'il faut, c'est développer les flottes des entreprises, développer les flottes des institutions pour avoir un marché de première main et de deuxième main. Qui commence, vous avez des Zoé actuellement qui sont incroyables, je le dis au niveau des batteries. Vous achetez des Zoé qui ont 80 000 km, vous pouvez en faire 10 ans encore avec sans aucun problème. Et vous avez ça entre 4 000 et 6 000 €. Tout à fait. Vous avez ça entre 4 000 et 6 000. Par contre, la peur de l'électrique, si on va tomber en panne. Moi, je roule en électrique. Donc, ça veut dire des bornes de recharge aussi pour ceux qui ne peuvent pas se charger. Je roule en électrique depuis 2012. Bon, voilà, on aura votre retour d'expérience, alors si on veut en savoir plus. Je suis obligée d'arrêter. Alors, je vais quand même passer la parole à mesdames que j'aimerais bien les entendre sur un dernier message qu'il faut retenir sur ce sujet de la mobilité. Sur quoi vous avez envie d'insister avant de se quitter ? En fait, je pense que je vais reprendre l'image du bon mode au bon endroit au bon moment, parce que ça paraît être du bon sens, mais c'est vrai que c'est hyper complexe à appliquer. Et par rapport à ce bon sens aussi, un des gros challenges qui est devant nous, ce sera la dernière idée, c'est justement l'optimisation des infrastructures. Et l'optimisation, pas toujours la construction parce que ça artificialise, ça consomme des matériaux. Donc l'optimisation des plateformes autoroutières, l'optimisation dans le partage de la voie, de la rue, etc. Par exemple, quand on met un quadricycle qui emmène des gamins à l'école en vélo, en fait, on utilise la même route, on la partage différemment. Et c'est vrai qu'on a un gros travail à faire sur le partage de cet héritage. Vous avez beaucoup parlé d'héritage ferroviaire, d'héritage routier et justement d'investissement significatif sur l'infrastructure,
Et aujourd'hui, on en est vraiment à l'époque, il me semble, d'optimiser ces infrastructures avec des usages multiples. Voilà, le gros challenge pour la suite. Et le partager, ouais, ça c'est important quand on fait du vélo, justement, on est assez sensible à ce partage. Allez-y. Alors, je pense que dernier mot. Vraiment, ouais, dernier mot, parce que beaucoup de choses ont été dites et je partage ce qui a été dit. Ce qui me semble véritablement essentiel, c'est que la mobilité aujourd'hui, c'est absolument fondamental. Notre ancienne CEO disait que c'était le droit des droits, et sans ça, effectivement, la vie en société, elle s'arrête. Donc, c'est effectivement permettre aux gens de se déplacer, c'est essentiel. Les transports collectifs, en commun, solidaires, vont au cœur des quartiers, au cœur des communes, et c'est absolument indispensable de préserver ça, parce que c'est ce qui fait finalement la cohésion des territoires et la cohésion de la société. Alors, on n'a pas parlé décarbonation, mais on va dire que... C'était latent, voilà c'était latent. Et puis, je pense à un élément qui me semble important, c'est ce que je dis à l'ensemble des conducteurs de Divia, c'est qu'en fait, on fait un métier qui fait sens. Je dis, vous avez juste à vous retourner, enfin, conduire, et vous regardez le nombre de personnes que vous transportez. Et là, vous trouvez du sens, et en particulier parce qu'on fait un service public, et la qualité du service public est absolument essentielle, voilà, et que ce service soit à la fois résilient, durable, efficient, parce que s'il n'est pas efficient, il ne sera pas durable. Et puis toujours mettre l'expérience client et l'expérience du voyageur au cœur de notre ingénierie. Voilà, l'ingénierie, ça vient après. Il faut absolument regarder les voyages de bout en bout et le fonctionnement de la société, les évolutions de la société qui doivent nous guider dans la manière dont on construit cette chaîne de déplacement. Et c'est ce qui nous permettra d'absorber les prochains chocs et augmentations du prix des énergies fossiles pour ces transports. Un grand merci à vous, grand bravo aussi pour la clarté de vos propos et merci pour votre attention. Merci à tous.